Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment analyser un cash flow statement qui est l'un des 3 documents indispensables avec le compte de résultat, l'income statement et le bilan comptable, la balance sheet pour l'analyse financière. On va d'abord voir la structure du cash flow statement qui, je vais vous le montrer avec ce dernier rapport annuel de Meta, qui la structure est toujours la même. Ça se présente comme ça, c'est-à-dire en 3 parties. Une première partie qui s'appelle Cash Flow from Operating Activities, qui correspond en fait au cash généré par le business model, donc par la vente de produits, auquel on a enlevé quasiment toutes les dépenses. La deuxième partie, c'est le Cash Flow from Investing Activities, donc là qui correspond aux dépenses d'investissement que l'entreprise fait. Et enfin, la troisième partie qui correspond aux Financing Activities, qui correspond en fait aux dépenses ou aux recettes qui viennent financer le business model. Le cash flow statement, il a vraiment pour but de montrer quels sont les flux de trésorerie, donc les cash flows, qui ont réellement existé sur une année donnée. Pourquoi réellement? Parce qu'en fait, dans le compte de résultat, c'est pas réellement les flux de trésorerie qui sont répertoriés, mais ce sont des métriques comptables. Le net income, le bénéfice net, est une métrique comptable qui donc comprend des dépenses qui ne sont pas réellement des dépenses en cash. Et c'est là que le cash flow statement permet de rétablir un petit peu la vérité entre guillemets, même si la vision comptable a sa raison d'être. Mais le cash flow statement, il permet de se mettre vraiment dans le compte courant de la boîte et de voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et au global de voir si une entreprise est rentable ou non et à quel point elle est rentable pour l'actionnaire. Donc on va commencer avec la première partie, le cash flow from operating activities, qu'on appelle aussi operating cash flow. Et pour le calculer, il faut tout simplement repartir du net income, donc c'est-à-dire la dernière ligne de l'income statement, la dernière ligne ici, et on va y rajouter toutes les dépenses qui sont des dépenses non monétaires, c'est-à-dire des dépenses qui ne sont pas des sorties de cash. C'est juste un ajustement, une manipulation comptable. Donc parmi ces flux non monétaires, on va retrouver 3 choses. D'abord, les dépréciations et amortissements. Ça, ce sont donc des amortissements d'investissement qui ont été faits et qui sont faits donc sur plusieurs années. Ensuite, vous avez les stock-based compensation, ou aussi appelé share-based compensation, c'est la même chose. Ça, ce sont les rémunérations en actions qui sont considérées comme une dépense alors que l'entreprise n'a pas sorti de cash. Il faudra aller un peu plus loin dans l'analyse pour comprendre qu'en fait, la catégorisation des share-based compensation dans l'operating cash flow, elle est discutable. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Et enfin, la troisième chose qu'il faut rajouter, c'est le change in working capital. C'est ce qu'on appelle en français le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise paye ses fournisseurs avant d'encaisser l'argent de ses clients. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le cash flow statement sous la mention Change in Asset and Liabilities. Sous cette mention, on va retrouver plusieurs lignes qui vont rentrer en compte et tout simplement on fait l'addition, la soustraction de tout ça. On arrive à un montant. S'il est positif, ça veut dire que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs, donc c'est positif. S'il est négatif, ça veut dire que l'entreprise doit payer ses fournisseurs avec de l'argent des clients qu'elle n'a pas encore reçu. Donc ça veut dire qu'elle va devoir immobiliser plus de cash, c'est négatif. Une fois qu'on a donc ajouté au net income ces 3 choses, les D&A, les SBC et le change in working capital, on arrive donc bien sur le net cash providing by operating activities qui correspond en fait à l'operating cash flow. Avec cet operating cash flow, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le management va pouvoir faire plusieurs choses. Il va pouvoir faire 5 choses. Dans l'idée, il faut garder à l'esprit qu'une entreprise, c'est pas juste une structure qui va encaisser de l'argent. C'est aussi une structure qui va dépenser cet argent, soit en l'investissant, soit en le rendant à ses actionnaires. Et ça fait partie des options que doit étudier le management lorsqu'il a à allouer des cash flows. L'allocation de capital, ce qu'on appelle l'allocation de capital, c'est donc les options qui se présentent à lui. Je les ai répertoriées ici, j'en ai mis 4, en réalité il y en a 5, et je vais toutes les décrire.
La première allocation possible, c'est par du réinvestissement interne, c'est-à-dire dans le business model même. C'est ce qu'on appelle les capital expenditures, les CAPEX, qui sont donc un réinvestissement, par exemple, dans des machines, des data centers, des biens immobiliers, etc. L'idée, c'est de pouvoir en tirer un rendement derrière. La deuxième forme de réinvestissement possible, ça va être par l'acquisition de concurrents. C'est une autre forme de réinvestissement qui est un réinvestissement externe, puisque là, l'entreprise ne réinvestit pas sur elle-même, mais va chercher de la croissance ailleurs. C'est ce qu'on appelle de la croissance externe. Ensuite, l'entreprise, je ne l'ai pas mis ici, mais elle peut aussi rembourser de la dette, par avance, entre guillemets. Et enfin, ce qu'elle peut faire, c'est retourner directement l'argent à ses actionnaires de deux manières, soit par les dividendes, ou soit par les rachats d'actions. Toutes ces lignes, on va les retrouver dans les deux autres catégories du cash flow statement, c'est-à-dire les investing activities et les financing activities. Je vais donc faire le détail de ces deux parties. Dans la partie Investing Activities, on va retrouver les Purchase of Property and Equipment. Ça, ce sont les CAPEX. Vous allez retrouver ensuite les Purchase of Marketable Securities. Ça, ce ne sont pas des dépenses d'investissement. Elles sont considérées ici pour, encore une fois, des normes comptables, mais en réalité, c'est de l'argent qui a été placé dans des titres financiers très très sécurisés du style des bons du trésor américain. Donc il faut beaucoup plus les considérer comme de la trésorerie qu'un investissement. Ça n'est pas un investissement, c'est de l'argent qui a été placé en trésorerie, mais sur 6 mois, 1 an maximum. Vous avez la même chose, mais lorsqu'une entreprise les vend. Donc là, ce sera toujours positif, là toujours négatif. Ensuite, une autre ligne, ce sont les acquisitions de business, qui sont donc distinguées des property and equipment. Ça, c'est donc lorsqu'une entreprise fait une acquisition d'une autre entreprise. Et voilà, c'est les trois lignes qu'on va toujours retrouver dans les investing activities. Ça va être les CAPEX, les marketable securities, qui ne sont pas un investissement, je le rappelle, et enfin les acquisitions d'entreprises concurrentes. Ensuite, dans la partie financing activities, on va retrouver d'abord les remboursements d'emprunts ou les contractations, je ne sais pas si ça se dit, les remboursements d'emprunts ou le fait de contracter un emprunt. On a donc ici cette ligne-là qui correspond à ça. On voit qu'ici Meta a contracté un emprunt en 2024. On a aussi les lignes liées aux dividendes ici et enfin les lignes liées au rachat d'actions ici. L'argent qui n'est pas utilisé, eh bien, il va être placé en trésorerie et il pourra être utilisé plus tard. Voilà donc pour le détail un petit peu du cash flow statement. Et à partir de ce cash flow statement, on va pouvoir calculer une autre métrique qui est assez connue dans le monde de l'investissement, c'est le free cash flow. Donc en français, le flux de trésorerie disponible, c'est ce que j'ai mis ici. Et c'est un peu considéré le free cash flow comme le Graal de l'analyse financière, puisque ça permettrait d'indiquer le cash qui peut être quasiment intégralement, on va voir pourquoi, redistribué aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachat d'actions. C'est-à-dire que le free cash flow, en gros, ce serait le cash ce serait le chiffre d'affaires moins toutes les dépenses, et donc c'est le cash réellement qui reste à distribuer aux actionnaires, soit sous la forme de dividendes, soit sous la forme de rachat d'actions. Donc ce serait la meilleure métrique possible. Alors effectivement, c'est une excellente métrique puisque vraiment, il n'y a quasiment plus aucune dépense derrière. Il faut quand même faire une petite nuance puisque le free cash flow ne prend pas en compte une dépense, c'est les dépenses liées aux acquisitions de concurrents. En fait, le free cash flow, pour le calculer, c'est simple, vous prenez l'operating cash flow et vous enlevez les capex, donc qui sont un peu les dépenses d'investissement. Mais on n'enlève pas les dépenses d'acquisition de concurrents. Pourquoi on ne le fait pas ? Parce que, en fait, ce serait des dépenses, souvent les acquisitions de concurrents, ce sont des dépenses qui sont très très variables d'une année sur l'autre. Des fois, il n'y aura pas d'acquisition, donc aucune dépense. Des fois, il y aura une grosse acquisition, donc une grosse dépense. Et donc, si on les comptabilisait sur des graphiques de données, ça rendrait forcément les choses moins pertinentes puisqu'on aurait des gros trous à des années où l'entreprise a fait une acquisition. C'est pour ça. Mais à part cette petite imperfection, en réalité, le free cash flow est excellent pour mesurer le rendement potentiel pour un actionnaire.
Voilà donc pour le cash flow statement qui, je le rappelle, est l'un des documents les plus importants puisqu'il permet donc de comprendre quel argent est rentré et sorti du compte courant de la boîte et donc quel est véritablement le rendement que va pouvoir en attendre l'actionnaire. Allez, salut à tous!